45 questions pour comprendre les relations tumultueuses entre la France et l'Algérie. France-Algérie, anatomie d'une déchirure, c'est le titre du livre qu'on va vous présenter ce soir. Il est signé Thomas Negaroff et Benjamin Stora. Bonsoir Benjamin Stora, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors, ce livre, c'est 45 questions posées par Thomas Negaroff et vous apportez les réponses. Vous êtes historien, on ne vous présente plus, spécialiste de l'Algérie. Vous avez écrit une cinquantaine d'ouvrages sur l'Algérie. Qu'est-ce que ce livre apporte de différent des 50 autres que vous avez écrits? En quoi il est différent? Il est différent parce qu'il est très synthétique. C'est-à-dire que j'ai essayé, avec les questions de Thomas Negaroff bien sûr, d'être le plus simple, le plus pédagogue possible, un peu comme pour la rédaction d'un manuel scolaire. C'est-à-dire de prendre des questions très simplement et d'essayer d'y répondre très simplement, avec des cartes. Il y a beaucoup de cartes. Énormément, je confirme. Il y a énormément aussi de portraits, de biographies, bien sûr des repères chronologiques qui continuent de scander tout le livre, et puis des archives, c'est-à-dire des extraits, des textes, par exemple des textes de l'émir Abdelkader, le décret Crémieux de 1870, le projet Blum-Violette de 1936. Là, je cite en vrac quelques documents que... On va en parler de l'émir Abdelkader. Le décret Crémieux, oui. C'est le décret qui a donné la nationalité française, la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie. Aux indigènes juifs d'Algérie, oui. Absolument. Alors, dans ce livre, ce qui occupe une place importante, c'est aussi la conquête. C'est quand même une histoire qu'on ne connaît pas assez. Tout à fait, vous avez raison de dire cela, parce que dans ces dernières années, on connaît mieux maintenant la guerre d'indépendance algérienne, bien sûr, mais on ne connaît pas, peu ou pas du tout, la guerre de conquête. La guerre de conquête commençait en 1830, et vous savez, elle s'est achevée en fait fondamentalement en 1904, avec la pacification, comme on disait, du Sahara. Entre-temps, beaucoup de massacres, beaucoup de dépossessions foncières, beaucoup, je veux dire, de pratiques génocidaires, par exemple dans la ville de Larouat en 1852, où la ville a été entièrement rasée, et les écrasements de révolte, celle des Mokrani en 1871, et puis l'installation d'une colonie de peuplement considérable, énorme, des gens très pauvres, très souvent d'ailleurs, venant d'Italie, d'Espagne, mais aussi de France, des Alsaciens-Lorrains, et qui sont venus chercher l'aventure, l'argent dans cette province française. C'est un peu comme la conquête de l'Ouest. C'est un peu comme la conquête de l'Ouest aux États-Unis, absolument. Et disons que l'existence de cette colonie de peuplement, très nombreuse, a fait que l'Algérie, progressivement, est passée sous la coupe du ministère de l'Intérieur. Ce sont des départements français, à partir de 1845-48. Ce qui fait que, comme je le mentionne dans l'ouvrage, c'est un paradoxe assez étonnant, c'est que l'Algérie est devenue française avant la Savoie. Et avant Nice aussi. Avant la ville de Nice. Donc ce qui prouve l'ancienneté, disons, des relations et des rapports qui se sont établis avec cette histoire de départementalisation de l'Algérie, divisée en 3 départements. Et c'est ce qui donne ce caractère un peu exceptionnel d'ailleurs. La colonisation de peuplement également. Oui. Ce qui fait de l'Algérie que l'histoire entre la France et l'Algérie est différente de l'histoire entre le Maroc et l'Algérie, ou la Tunisie et l'Algérie, ou les autres colonies sur le continent africain. Absolument. On n'a pas le même volume, entre guillemets, de colonisation de peuplement en Indochine, au Vietnam, au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, en Afrique. En Algérie, en 1962, au moment où se termine la guerre d'Algérie par les accords d'Évian, on estime à environ 800 000 le nombre d'Européens. C'est colossal. Et ça donne aussi toute la complexité, bien sûr, du fait de traiter, entre guillemets, de cette question et de cette séparation entre l'Algérie et la France. Parce qu'il y avait à la fois la colonisation de peuplement, mais aussi l'intégration, et aussi la guerre, et aussi le nationalisme algérien qui a existé et qui voulait la séparation, disons, avec la France, parce que les indigènes musulmans, comme on les appelait à l'époque, étaient privés des droits de la citoyenneté française. Donc c'était cette contradiction, dans le fond, que les nationalistes algériens ont voulu dénouer. C'est-à-dire entre le fait de se réclamer de la République, de l'égalité, de la citoyenneté, et le fait de n'avoir aucun droit
à ce niveau-là. Et de dépendre du code de l'indigénat. Ça dépendait du code de l'indigénat de 1881. Absolument. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce livre, vous l'avez dit, c'est que vous dressez des portraits. Alors, il y a l'émir Abdelkader, qui est sans doute le plus connu dans le monde, l'Algérien le plus connu dans le monde, j'ai envie de dire. Il y a une université à son nom aux États-Unis, une ville également. Absolument, ouais. Il est surtout connu pour avoir pris la défense des chrétiens de Damas en 1860, là où il était exilé. Mais l'émir Abdelkader, vous en parlez aussi, il est un peu considéré comme l'un des pères du nationalisme algérien. C'est effectivement la figure qui rassemble, parce qu'il est de l'ouest algérien, avec la capitale, sa capitale, Mascara, qui était à Mascara, et qui a livré bataille, livré des combats extrêmement importants contre les troupes françaises. Ça a duré quand même, de 1832 à 1847-48, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc c'est un personnage assez étonnant, parce qu'en même temps, qu'il faisait sa guerre, il emmenait avec lui toute sa littérature. Des milliers de livres qui composaient, disons, ce qu'on a appelé la smala d'Abdelkader, la cour, en fait, d'Abdelkader. Donc, il emportait avec lui des livres de théologie, son Coran personnel, bien sûr, qu'il a noté sans arrêt, mais aussi des livres de poésie, de philosophie, etc. C'était un homme extrêmement érudit, un poète, et qui, en 1840, a été le premier à établir un manuel de sauvegarde du traitement des prisonniers. C'est un siècle avant la Convention des droits de l'homme sur les temps de guerre. L'émir Abdelkader, en 1840, a rédigé, disons, une sorte de traité pour la façon dont on doit traiter des prisonniers de guerre. C'est quand même assez extraordinaire, quand même, ce qui n'était pas le cas venant de la partie française, où il y a eu beaucoup de décapitations, comme le raconte par exemple dernièrement le très bon romancier Xavier Leclerc, dans son très beau livre qui s'appelle Le pain des Français, et qui raconte ces histoires terribles de décapitation. Alors, cette histoire d'Algérie, qui est méconnue, celle de la conquête, celle aussi de la guerre d'Algérie, aujourd'hui, elle devient indissociable de la politique. On le voit aujourd'hui en France, avec notamment la montée de l'extrême droite, avec le Rassemblement national qui est aux portes du pouvoir. Est-ce que vous craignez en tant qu'historien que cette histoire soit réécrite ? Mais bien sûr, moi j'ai très peur d'une chose qui est très simple. Vous savez, on a quand même accompli des pas en avant considérables ces dernières années. Il y a eu la reconnaissance par la France de l'assassinat de Maurice Audin, de Larbi Ben Midi, de Ali Boumengel, l'ouverture des archives. Il y a toute une série de pas en avant qui ont été accomplis, y compris en direction des harkis, des pieds noirs, etc. Moi, ce que j'ai un petit peu peur, c'est effectivement que tous ces gestes qui ont été accomplis sous la présidence, d'ailleurs, Emmanuel Macron en 2021-2022, soient, disons, détricotés. C'est-à-dire que tout ça disparaisse. Donc le problème de ce livre, précisément, c'est de fixer le savoir, la connaissance pour les transmettre aux jeunes générations sur ce qu'a été réellement cette histoire, à partir des archives, à partir des faits vérifiables, à partir de la connaissance et de la vérité historique. Et effectivement, la très forte extrême droitisation de la société française, qui, ne l'oublions pas quand même, a comme héritage l'histoire de l'Algérie française. Justement, vous l'expliquez très bien dans un autre livre qui s'appelle « Mémoires dangereuses », un dialogue avec Alexis Génie, que ça prend ses racines, que même la rhétorique de l'extrême droite en France prend ses racines aussi de cette période coloniale. Oui, l'utilisation du vocabulaire, le problème de considérer ceux qui sont français, ceux qui ne le sont pas. Enfin, je veux dire, cette espèce de séparation étanche entre l'ombre et la lumière, la mission civilisatrice de la France et puis le royaume des ténèbres, etc. On a comme ça un imaginaire qui s'installe, et qui naturellement trouve pleinement à s'épanouir sous ce qu'on pourrait appeler le racisme de type colonial. Donc il y a aussi une dimension très politique, parce que l'extrême droite française, bien sûr, a abordé la question de Vichy et de De Gaulle, mais elle n'a jamais fait son examen de conscience sur le fait que cette extrême droite-là est issue d'un mouvement qui voulait tuer De Gaulle, ce qui voulait assassiner le général De Gaulle. Et donc les héritiers du courant gaulliste devraient se rappeler davantage de quelle histoire ils sont le produit aujourd'hui. Alors, très rapidement, une question sur un des personnages que vous citez, Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, en prison à Alger. Il fait partie des questions qui empoisonnent les relations franco-algériennes. Aujourd'hui, l'APS, l'agence officielle algérienne, annonce qu'une demande de l'Allemagne a été faite pour sa libération. Est-ce que
c'est positif? Moi, je pense que c'est très important parce que pour la première fois, l'agence officielle APS ainsi que la télévision algérienne ont diffusé un communiqué disant que le président allemand s'était adressé au président de la République algérienne, Abdelmejid Tebboune, pour demander la grâce de Boualem Sansal. Et ça a été dit sur les chaînes officielles algériennes. Et donc porté à la connaissance, et c'est la première fois, je crois, qu'on peut parler très sérieusement maintenant de la possibilité d'une grâce pour Boualem Sansal. Merci beaucoup Benjamin Stora. Merci d'être venu présenter ce livre, donc, qui est comme un manuel scolaire, France-Algérie, anatomie d'une déchirure. Un livre qui revient sur l'histoire de la conquête et sur la guerre d'Algérie et sur ses relations franco-algériennes et sur des personnages importants qui ont marqué l'histoire. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Le livre France-Algérie, Anatomie d'une déchirure explore plus d'un siècle et demi d'histoire commune entre les deux pays à travers 45 questions simples et directes. Benjamin Stora y propose une lecture claire, pédagogique et accessible, loin des ouvrages historiques complexes. L'œuvre s'appuie sur des cartes, des repères chronologiques, des portraits et des documents rares pour éclairer des épisodes souvent méconnus. L'un des aspects les plus marquants du livre est la mise en lumière de la conquête de l'Algérie, un processus long qui s'étend de 1830 jusqu'au début du XX siècle. Cette période a été marquée par des violences massives, des dépossessions et l'installation d'une colonie de peuplement sans équivalent dans les autres territoires colonisés par la France. À la veille de l'indépendance, près de 800 000 Européens vivaient en Algérie, ce qui a profondément façonné la relation entre les deux nations. Le livre revient aussi sur le paradoxe central de cette histoire, alors que l'Algérie était divisée en départements français, la population musulmane restait privée des droits les plus élémentaires et soumise au code de l'indigénat. Cette contradiction a nourri le développement du mouvement nationaliste et préparé le terrain à la rupture de 1962. Parmi les grandes figures évoquées, l'émir Abdelkader occupe une place majeure. Chef de résistance puis symbole universel de tolérance, il est notamment reconnu pour avoir protégé les chrétiens de Damas en 1860, un geste qui lui a valu un respect mondial. Au final, ce livre offre une vision synthétique, structurée et humaine d'une relation complexe, façonnée par la conquête, la colonisation de peuplement, l'inégalité des droits et la difficile séparation qui a suivi.